Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bienvenue sur notre chaîne Focus Afrique Monde. Ce soir, nous vivons un moment historique, la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Entre attentes, surprises et enjeux politiques majeurs, cette élection promet de marquer un tournant pour le pays. Dans cette nuit électorale spéciale, nous allons décrypter les premiers résultats partiels, recueillir les réactions à chaud et analyser les tendances qui se dessinent à travers tout le territoire. Restez connectés, abonnez-vous et participez dans les commentaires. Toute l'actualité, minute par minute, c'est ici que ça se passe. Dans cette élection, il y a eu beaucoup de fausses nouvelles, beaucoup d'idées qui ont circulé. Et justement, sur ce point, certains même sont allés jusqu'à dire que c'était le parti au pouvoir, le RHDP, qui empêchait donc la présence des représentants des candidats. C'est important de comprendre, parce que vous avez pondu un communiqué dans lequel vous avez mis vos forces ensemble pour dire au niveau de l'observation, on le fera ensemble au niveau des représentants. Mais comme il le dit, et comme certains l'ont constaté, dans les bureaux de vote, on n'avait pas de représentants de vos candidats. Dans certains bureaux de vote. Dans certains bureaux de vote. Dans certains bureaux de vote, bien sûr. Allez-y, Simplizo. Alors, vous avez parlé de fake news. Je pense que effectivement, elles viennent de plusieurs horizons. Parce que lorsque on voit quelqu'un qui dit que dans le Morono, où moi j'étais en contact avec les responsables de notre candidature, qui étaient présents dans les bureaux de vote, on vient dire qu'il n'y avait aucun représentant. Je dis, je tombe des nues. Je pense qu'il y a une campagne qui est lancée pour atténuer le fait qu'on a pu être présent. Évidemment, on ne dit pas qu'on a été présent partout. Et je veux dire à ce propos qu'en réalité, lorsque les gens posent le problème de la présence des scrutateurs dans les bureaux et de leur absence, on a le sentiment qu'en réalité, les gens sont contents d'entériner un mécanisme qui, selon eux, finalement, permet la fraude. Je veux dire quoi? La responsabilité de l'élection, elle incombe à l'État de Côte d'Ivoire. La surveillance de l'élection incombe à la commission électorale indépendante et à tous ses démembrements. Par conséquent, la question même de la présence de scrutateurs, lorsque vous allez dans les élections en Europe et tout ça... On va dire représentants de candidats. Oui, représentants des candidats. Représentants des candidats. Je veux dire que c'est une donnée normalement qui devrait être secondaire, parce que si on avait la certitude, si on avait cette confiance en l'institution, le problème ne se poserait même pas. Donc, je ne vois pas pourquoi on en fait un sujet de discussion. Ça, c'est vraiment un point important. Cela dit, je pense que le système électoral tel qu'il est organisé est source de difficultés pour les candidats qui ne sont pas les candidats du parti État. Vous avez 35 000 sites, plus ou moins. Si vous voulez mettre des candidats partout, cela vous fera des représentants partout. Dans plus de 70 000 bureaux de vote, je précise. C'est pas 70 000 bureaux de vote, c'est peut-être les représentants. Oui. Sinon, il y a environ 25 à 30 000 bureaux de vote. Ok, laissez le terme, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un candidat qui est par exemple un candidat indépendant. Ce candidat indépendant, ça veut donc dire que n'ayant pas été membre de la CEI ou n'ayant pas de représentant à la CEI, tout l'ensemble même du processus lui échappe. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme permettant au candidat, une fois qu'il est retenu, de pouvoir lui permettre d'insérer ses représentants au niveau de la CEI de façon à avoir un contrôle du processus. Donc à partir de ce moment, il y a déjà un problème de départ. Ensuite, comme je le disais, la responsabilité de l'État serait de prendre en charge naturellement tous ceux qui sont censés représenter les autres candidats. Ce sont des mécanismes auxquels il faut penser parce qu'il y a une distorsion entre
ceux qui ont le pouvoir et puis ceux qui candidatent face à ce pouvoir et qui viennent le challenger. Donc, je ne vois pas pourquoi on veut faire de cette question une question qui serait presque, comment dire, pour mettre en évidence certaines failles des candidats et tout. Voilà. Ça vous donne l'occasion de faire des propositions. C'est ça, justement. Thierry Guédé, ensuite Balobi. Merci de me donner la parole. Il a évoqué dans ses propos, il y a deux options. Il a commencé par dire, effectivement, il faut le dire, il faut le reconnaître qu'on a eu un dysfonctionnement. Et comme même au niveau de l'organisation électorale, il y a aussi un dysfonctionnement sur les ouvertures de bureaux de vote, même au niveau de vos équipes. Il y a toujours des petites choses qu'il faut aménager. Mais au niveau des candidats. Pardon? Et au niveau des candidats. J'en viens. Je veux dire que si ça leur arrive, ça peut aussi nous arriver. Absolument. Parce que, à la vérité, on parle... J'ai un problème de taux au niveau du nombre de bureaux de vote. Je crois que nous, on est à 25 000 bureaux de vote. Mais les 70, je ne comprends pas. Non, restons sur les 25 000 bureaux de vote. On va attendre les chiffres officiels de la Commission électorale indépendante. Nous savons. Comme ça, tout le monde sera situé. Si un candidat doit couvrir tous les bureaux de vote, c'est là où maintenant il parle de la deuxième option, qui peuvent être des propositions. En ce qui vous concerne. Oui. On est dans la modernisation aujourd'hui. Et en plus de la modernisation, on a la digitalisation. C'est à cela qu'on est. On doit avancer avec le monde. Aujourd'hui, il nous donne des possibilités de mettre tout ça en musique pour qu'un candidat ne soit pas obligé d'avoir 75 000 personnes à prendre en charge pour une élection. On a du mal. Moi j'ai été candidat à Cocody. On a 581 bureaux de vote à Cocody. Si je dois mettre 2 personnes par bureau de vote, plus un surveillant ou un superviseur. Mais écoutez, ça fait 580 millions par 3. Dans une question de budget. Ça joue sur le budget. Donc le budget là, vous savez, je vous dis, il n'y a pas eu de financement. Si on doit couvrir tout le territoire national, c'est seulement le président sortant qui peut faire ça. Et encore, on doit voir des enquêtes, on doit lui demander mais où ils sortent, où cet argent est parti, parce qu'on parle de quoi? Aujourd'hui, 25 000 bureaux de vote couverts par 2 personnes, à moyenne, même si on donne 20 000 francs parce qu'il y a aussi des perdièmes qu'il faut donner. On tourne autour de 3-4 milliards. Ah. Oui. Ça, c'est une problématique. Je veux dire, non, excusez-moi. Non, allez-y. Alors, c'est une véritable problématique. Oui. Donc, c'est la question budgétaire. Et budgétaire. Mais en même temps, le système technique doit passer au même niveau que les autres pays européens. On ne peut pas être en Côte d'Ivoire un pays aussi avancé. On a des ingénieurs en Côte d'Ivoire. Et puis, on est encore dans un vieux système. Parce que, je vous dis, déployer un certain nombre sur tout le terrain, sur toute une surface, comme le pays comme la Côte d'Ivoire, mais c'est énorme. C'est énorme. Et c'est même pas encore, c'est pas seulement le budget des perdièmes. Il y a le transport, il y a la nourriture. Mais ça peut avoisiner les 7 milliards. Bon, et quelqu'un qui veut gouverner, il va prendre cet argent où? On nous demande de payer 50 millions de caution. Cet argent est parti encore. Et après, on demande à un candidat d'avoir 7 milliards pour une élection sans financement de l'État. Ok, d'accord. Il y a un problème, vous comprenez ce que je veux dire? On note ce problème. Terminer, effectivement, on a eu des dysfonctionnements qui se sont améliorés dans le cours de la journée. On note ce problème. On a un téléspectateur qui attend depuis en ligne, le même qui nous a appelé tout à l'heure de Dabo, qui tient vraiment à s'exprimer dans cette émission spéciale, dans cette nuit électorale. On vous donne la parole. Bonsoir. J'espère que vous êtes toujours là. Bonsoir, MCI. On vous écoute. On vous écoute. Je voudrais commencer déjà par saluer la Côte d'Ivoire qui, au moins une fois, n'a pas... Est-ce que la régie peut nous permettre d'entendre un peu le téléspectateur? C'est un peu faible ici en studio. Vous me recevez, j'espère. On vous reçoit très bien, mais c'est Donc faible. je disais que je salue encore la Côte d'Ivoire qui, pour une fois, n'a pas enregistré de morts. Quand nous voyons déjà le bilan à mi-partiel pour les élections qui se sont déroulées aujourd'hui. Alors, je voudrais observer 4 points. Le premier point, c'est l'aspect sécuritaire. Et à ce point-là, je voudrais m'adresser aux représentants du CNDH, ici présents sur le plateau, et aussi aux forces de l'ordre de sécurité. Je suis de Dabo, je ne voudrais pas évoquer le nom du village dans lequel je suis et que j'ai vécu certaines choses. Alors, quand on dit qu'on déploie les forces de sécurité pour sécuriser le vote,
c'est non seulement les lieux de vote, mais aussi sécuriser les électeurs, les votants. Alors quand je suis empêché par des personnes qui ne veulent pas aller voter et qui m'empêchent moi d'aller voter, alors que les forces de l'ordre sont là et ils ne font rien à cela, de peur que peut-être ça ne devienne une autre crise encore dans un village. Alors qu'est-ce que le Comité national des droits de l'homme a fait avant dans sa sensibilisation et que compte-t-il faire encore pour les élections législatives qui viennent? Parce que c'est tout ça aussi qui amène à avoir un taux aussi faible pour une participation à l'élection présidentielle. Au plan juridique, c'est mon droit de voter. Vous parlez des droits de l'homme. Voici que les droits de plusieurs citoyens qui n'ont pas voulu boycotter les élections, qui ont voulu aller accomplir leurs devoirs de citoyens, ne l'ont pas fait. Alors, que dites-vous de cela? Ne remettez pas tous en cause pour dire que des populations n'ont pas voulu sortir pour boycotter. Et cela est du fait de l'opposition. Si on voit ces taux faibles là, il faut dire qu'il y a des gens qui ont été empêchés. Le taux aurait pu être élevé si vraiment la sécurité avait été étendue à tous les niveaux. Le deuxième point, ça je m'adresse aux représentants du RHDP, donc parti au pouvoir. Je voudrais dire que si vous constatez aujourd'hui cette peur, aujourd'hui cette crainte, ce manque de démocratie réelle qui s'empare aujourd'hui dans les mentalités des populations ivoiriennes, c'est parce que pour moi, vous n'avez pas analysé beaucoup. Ou bien peut-être vous le savez, mais pour des fins, à des fins électoralistes, vous jouez avec la population. Comment dans un pays où nous avons une population qui est à moitié analphabète, je dis bien à moitié analphabète, la Côte d'Ivoire compte 48% d'analphabètes. Alors, ces analphabètes-là, ils ne comprennent pas, comme moi je comprends, que passant d'une république à une autre, la loi change par vos artifices juridiques que vous utilisez pour vous maintenir au pouvoir. Je ne fais pas du problème là-dedans parce que je comprends juridiquement la chose. Mais une population analphabète qui est contre plusieurs mandats, un individu, et qui prend une loi dans la Constitution, la loi du peuple, où le peuple se dit que cet individu-là, après avoir brigué un premier mandat et un deuxième, ne va plus encore briguer un troisième mandat. Comment peut-il comprendre juridiquement que cela est possible? Alors que la loi qui a été prise, il y a d'abord l'esprit de la loi et il y a la lettre de la loi. L'esprit dans lequel la loi a été prise est que un individu ne doit pas s'asseoir au pouvoir plus de 10 ans. Voici que vous biaisez l'esprit par des articles juridiques et vous voulez que le peuple analphabète comprenne cela. Ok, est-ce qu'on peut aller à votre troisième point? On sent que vous avez beaucoup de choses à dire. Le problème que nous vivons aujourd'hui, la mort est par-ci. Votre troisième point, par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Comment dans un pays où il y a tout ce qu'il y a comme instrument de sécurité pour pouvoir traquer ceux qui utilisent les réseaux sociaux à d'autres fins négatives, on ne fait rien là-dedans et cela continue. La répression, la correction, qu'est-ce que l'État fait de cela pour que cela continue? Et à visage découvert, les personnes que nous connaissons, qui sont connues, des partis politiques ici, dont les représentants même sont là, sur ce plateau ici, favorisent cela, laissent cela faire. Alors, le quatrième point, les partis politiques qui sont présents ici, je voudrais remarquer que vous avez été absents. Vos représentants ont été absents dans les bureaux de vote. Alors, est-ce à dire que c'est une mise en scène avec le pouvoir, parce que, effectivement, je le pense aussi, comme beaucoup de personnes peuvent le penser, et vous mettez un jeu en place avec le pouvoir en question pour pouvoir aller légitimer peut-être de façon démocratique les élections, alors que ce n'est pas le cas. Vous ne participez, on ne vous voit pas d'abord même lors des campagnes, on n'a pas senti
La présidente des autres partis n'a pas leur HDP qui a fait beaucoup de bruit. Et puis bon, ce soir, vous venez vous asseoir sur le plateau pour dire quoi aux Ivoiriens? Les législatives arrivent, alors il faut qu'on en tire des leçons. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre appel. On a vraiment senti qu'il avait beaucoup de choses à dire. Il a touché des points pertinents. Je sais que vous avez pris note. On va poursuivre sur la question de la représentation des candidats dans des bureaux de vote. Et justement, c'est l'un des points qu'il a abordé. Et Thierry Guédé, justement, nous parlait... J'ai pas réagi à la question de M. Je n'avais pas répondu. Bien sûr, on en continue le tour de table parce que c'est Baloubi. Fini. Non, mais c'est ce que je dis, je rappelle. Je ne fais que rappeler. Ne vous en faites pas. Je contrôle la situation. J'étais en train de rappeler qu'il avait parlé de la question budgétaire. Donc, j'ai entendu des chiffres de 7 milliards en passant, sans oublier les 50 millions de la caution. Donc, justement, c'est maintenant votre tour de parole, Baloubi, Toto. Merci, Madame Débat. Effectivement, mes deux prédécesseurs ont donné des raisons qui sont justes. Et nous, parmi les points dont nous avions souhaité parler avec l'État, enfin le pouvoir en place avant les élections, il y avait la question du financement des élections. La question du financement des élections. Parce que l'élection participe à la vie d'une nation. La démocratie, c'est pour faire vivre la nation qu'on a institué les élections. Et donc, l'État doit s'impliquer, quels que soient les candidats. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas donc obtenu gain de cause par rapport au financement, on n'est pas financé. Donc chaque parti travaille avec ses moyens. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en arrivions à mettre en commun nos forces? Mais parce que simplement, les élections avant, il y avait pas on ne payait pas d'indemnité, hein, c'était du volontariat, c'était des militants qu'on envoyait dans nos bureaux de vote. Et c'est gratuitement qu'ils travaillaient. Ce qui s'est passé, c'est que depuis l'arrivée du RHDP au pouvoir, ils financent le RHDP finance ses représentants dans les bureaux de vote. C'est au moins 10 000 francs qu'on donne par représentant dans un bureau de vote. On a 25 000, si je reste dans la moyenne, 25 000 bureaux de vote. Si vous avez 2 représentants, ça fait 50 000 personnes. Et ces 50 000 personnes, non seulement il faut les nourrir, mais si on devait faire comme le RHDP, c'est-à-dire leur donner 10 000 francs par personne, imaginez le budget que ça fait. Et en face, le RHDP qui est avec les moyens de l'État, parce que ça aussi, il faut le faire. La campagne a été faite par le RHDP avec les moyens de l'État. Des ministres se sont déplacés avec les véhicules de l'État, ce qui n'est pas normal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi nos représentants, ils étaient là, mais ils vous exigent de l'argent avant de rentrer dans le bureau de vote. Est-ce que vous avez découvert ça le jour du vote? Est-ce que vous le saviez avant ou vous avez découvert non, on l'a découvert parce qu'on a déposé la liste, par exemple, la liste de nos représentants. On a déposé ça à la CEI. Donc, on avait des représentants qu'on a désignés. Seulement, sur le terrain, les gens te disent, ben, en face, on donne 10 000 francs aux représentants. Et donc, tant que lui n'a pas ces 10 000, il ne rentre pas dans le bureau de vote. Donc, il fallait rattraper tout ça. C'est pour ça que vous avez vu que le communiqué, on l'a fait sorti la veille. Voilà. Il est sorti la veille. Parce qu'il fallait qu'on s'entende pour que si... C'est vraiment ça le problème. Donc la question du financement, c'est aussi un problème dans nos élections. Est-ce que... Merci d'avoir suivi avec nous cette nuit électorale historique en Côte d'Ivoire. Les résultats partiels continuent de tomber et nous resterons mobilisés pour vous informer en temps réel. Si vous avez apprécié cette émission, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire pour partager vos analyses et vos impressions sur cette présidentielle 2025. Toute l'équipe de Focus Afrique Monde vous remercie pour votre fidélité et votre participation active. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses, de nouvelles réactions et le verdict final. Ici, l'info continue, parce que ça se passe ici.